This is he's a great representative of many things, very famous in many circles. He's been a minister in France, and he's been really involved. He is, of his generation, of our generation, maybe the most efficient person in this field, considering the fact, if you integrate the fact that he's also, in the right circles. Because we've spoken a lot of people what we can do, but we're a little bit outside, iconoclast, outside the circles. But Martin is doing a lot of things also, using his leverage inside the box. We are still a little bit outside the box. So we're going to ask him whatever he wants to say, by the way, what he feels really about this whole thing, and about what he's doing at the moment. And he has also many functions. He's heading the French state hospitals. He's heading the civilian initiatives and many things. But I'm going to let Martin speak because it's the most important thing today. Ok, merci beaucoup. Je parle en français? D'accord. Je vais m'asseoir du coup, puisqu'il y a un siège. Désolé d'avoir les micros comme ça. Volé le siège. Celui-là a l'air de marcher. Merci beaucoup encore une fois, désolé d'arriver comme ça, merci de m'avoir invité. J'ai 40 milliards de choses à vous dire, donc je vais essayer de me concentrer sur quelque chose. D'abord, j'ai compris que vous veniez de Serbie, c'est ça? Voilà, c'est là où j'ai passé toute mon enfance, donc sympathie pour Sergi. Moi, quand j'avais 17 ans, je rêvais de sauver des vies, et de soulager les souffrances. J'ai commencé par faire médecine, je me suis aperçu que je serais mauvais médecin, et donc j'ai cherché à regarder comment je pouvais jouer ce même rôle en faisant d'autres choses. C'est comme ça que j'ai essayé d'organiser ma vie autour à la fois du service public et de l'engagement associatif, engagement que j'ai commencé dans des circonstances totalement lié au hasard, puisque je me suis engagé dans une première association parce que j'étais amoureux d'une fille qui en faisait partie et je voulais la courtiser, et donc je me suis retrouvé à m'occuper d'enfants handicapés. J'ai pas eu la fille, mais j'ai eu le virus de l'engagement et il m'a jamais quitté. Et ensuite, suite de faux hasards, ce que j'appelle les faux hasards, c'est les hasards qu'on suscite, m'a fait rencontrer des gens d'Emmaüs qui cherchaient un bon techno, ce que j'étais déjà, en tout cas bien techno, pour les aider, parce que eux savaient tout faire, sauf faire du lobbying, sauf modifier les textes, sauf défendre leur organisation, sauf la structurer, et cherchaient quelqu'un qui puisse les aider à cela. Et du coup, j'ai eu la chance de passer 13 ans dans le mouvement Emmaüs, en même temps que mon boulot, et que mon boulot consiste à essayer de me rapprocher de ce qui m'intéressait, c'était soulager la souffrance. Et soulager la souffrance, on peut le faire dans le milieu de la santé, sans soigner soi-même, mais en essayant d'aider les autres à soigner, ou dans la lutte contre la pauvreté, puisque la pauvreté est avant tout et d'abord une souffrance. Je ne vais pas vous raconter ma vie, une fois que j'ai dit cela, mais peut-être quelques enseignements qui peuvent être utiles. La première chose, c'est, je dirais, probablement la plus importante, c'est ne pas chercher à faire le bien indépendamment de celles et ceux qui sont concernés. Moi, quand j'étais chez Emmaüs, j'étais pas pauvre, j'étais pas catholique, j'étais pas légitime dans le milieu associatif, etc. Et j'étais censé m'exprimer au nom des pauvres. Je m'en suis à peu près sorti en me disant qu'il fallait que je vérifie que je consacre une vraie partie de mon temps avec les personnes directement concernées, avec les pauvres, avec les compagnons d'Emmaüs, avec les gens à la rue, etc. etc. De telle sorte que d'abord, eux, je puisse les faire s'exprimer, et qu'ensuite, il n'y ait jamais de déconnexion entre ce que je pouvais défendre et de ce qui était leurs besoins. Et de comprendre des choses par rapport au logement, à l'éducation, à la santé, etc. Et par exemple, que toute stratégie de lutte contre la pauvreté qui consiste à saucissonner les problèmes comme on peut le faire rationnellement quand on a un bon techno ou
consistant à dire, ben voilà, on est face à quelqu'un, on va résoudre la première année son problème de santé, la deuxième année son problème de logement, la troisième année son problème de formation, la quatrième année son problème de surendettement, la cinquième année son problème d'emploi, etc. Et tout va aller bien puisqu'on aura résolu graduellement ces 5 problèmes en ayant essayé de regarder lequel était prioritaire. Tout ça, c'est sûr que ça ne marche absolument pas. Qu'en revanche, de se dire que les difficultés sont liées à un cumul de facteurs qui ont comme point commun une absence d'espoir, de projet, et qu'il faut chercher le fil, et à partir de ce fil, essayer de tout résoudre, c'est la seule manière d'y arriver. Si vous faites autrement, vous vous retrouvez avec des gens qui sont à la rue et que vous mettez très gentiment dans un petit logement, vous leur donnez la clé, et le lendemain, ils sont à nouveau à la rue, parce que le logement n'a aucune signification dans leur projet de vie. Ou inversement, vous donnez un boulot à quelqu'un qui est à la rue, et il aura abandonné le lendemain son boulot, parce qu'on ne peut pas vivre à la rue et travailler. Donc c'est cet ensemble-là, premier fil à tirer. On ne peut pas travailler indépendamment du lien très fort avec les personnes en situation de pauvreté, d'analyse des ressorts qui les font sortir, et pas simplement avec une approche rationnelle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne jamais lâcher. Moi, quand je regarde ce à quoi je me suis intéressé pendant ma vie, il y a des projets sur lesquels je travaille aujourd'hui qui trouvent leurs racines dans des échecs d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans ou d'il y a 25 ans, ou des idées d'il y a 25 ans auxquelles je crois toujours. Je vais vous donner quelques exemples. Quand j'étais président d'Emmaüs, c'était le moment du 50e anniversaire du fameux appel de l'hiver 54. Donc on est en 2004, tout le monde vient vers moi en me disant qu'est-ce que vous allez faire pour fêter l'appel de 54 ? Ça se fête pas. C'était déjà tragique en 54, ça reste tragique en 2004, on va pas fêter cela. Et puis il y avait tellement de gens qui me demandaient ce qu'on allait fêter, que je me suis dit que du coup il y avait une appétence pour quelque chose et qu'on organise quelque chose. Donc avec l'abbé, on a refait un nouvel appel en 2004, et j'ai essayé de me dire voilà, sur quoi on peut se fonder pour faire quelque chose qui tienne un peu la route par rapport à tout ce qui manque. Et on s'est concentré sur le fait qu'il fallait continuer à houspiller l'État, à forcer l'État à bouger, j'y reviendrai, mais qu'il fallait aussi mieux organiser la mobilisation civique et citoyenne. Et on a inventé un petit concept qui n'a pas du tout marché, qui s'appelait la banque du temps, en disant chacun peut donner un peu de temps pour contribuer à améliorer les choses ou aider les plus vulnérables. Et puis on avait appelé ça le concept de 10 pour 1, en disant voilà, s'il y a à peu près 10% de la population qui est en difficulté, on ne peut pas demander à chacun d'aider une personne en difficulté. En revanche, 10 personnes doivent pouvoir se débrouiller si c'est une question d'isolement, de passer 4 week-ends dans l'année, 4 x 10 égale 40 week-ends, on a déjà réglé pas mal de choses, ou s'il faut apporter un peu de sous, en se cotisant à 10 on peut soutenir, etc. Et donc on peut se répartir là-dessus. Donc on avait... Je vais être rapide, tout d'abord c'est pour vous remercier Martin, d'être parmi nous dans une école qui a la vocation de former des cadres supérieurs du business, et de voir que la qualité qui fera la différence ensuite sur le long terme sont des qualités purement de leadership et de qualité humaine. Moi je veux saluer avec votre présence simplement 3 choses, et très, très rapidement. C'est cette notion d'engagement, parce que le fait que vous soyez là avec un agenda dont j'imagine la lourdeur, c'est une forme d'engagement extrêmement fort, c'est un engagement envers les jeunes et la transmission, et c'est quelque chose de long terme, ça, merci beaucoup. Ensuite, c'est le courage. Alexandre le disait à l'instant, c'est pas simplement parce que c'est l'insertion du cœur, mais le mot courage, il vient de quelque chose qui est de cette nature-là, étymologiquement, et ça, c'est très fort. Et puis, moi, ce que j'admire beaucoup sur titre personnel, c'est le défi, le challenge qu'il a actuellement dans sa mission, parce que par rapport à une école de gestion, le système est voué à des transformations majeures qui ont déjà beaucoup été éprouvées avec des prédécesseurs qui étaient de grandes dirigeantes du secteur privé, des conseillères d'État. Et il
y a des challenges de transformation pour la société. Moi, je comprends tout à fait cette forme d'engagement. C'est certainement pas les défis les plus simples qu'il a à relever, mais qui, sur le long terme, j'allais dire, transforment vraiment et en profondeur une société. Et tout ce qu'on peut vous souhaiter, véritablement, c'est que ces séquences qu'anime Alexandre Lederman puissent vous montrer qu'au-delà des techniques de gestion, ce qui fait la différence dans le succès et la performance, ce sont aussi les individus qui sont à la tête de ces systèmes. Et ces individus, ils sont mus par des choses authentiques, hein, qui sont la forme du leadership, le courage et l'engagement. C'est ce qu'on veut saluer à l'ESCP Europe. Et Martin Hirsch, pour moi, incarne parfaitement les trois. Donc, bienvenue, vous êtes chez vous à l'ESCP Europe. Merci infiniment. Je peux enchaîner sur le courage. En fait, il ne faut pas faire preuve de tant de courage que ça. Enfin, ayez bien ça en tête. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure de prise de risque et Franck a enchaîné sur le courage. Quand on raisonne, il est rare qu'on risque sa vie. Il est rare qu'on risque même de se retrouver à la rue sans ressources. Moi, j'étais parfaitement protégé. Je suis haut fonctionnaire. Et je présidais une association qui passait son temps à engueuler le gouvernement tout en dirigeant des établissements publics. À la fois, je demandais à chaque fois qu'il y avait un changement de gouvernement, en disant je fais ça, c'est assez rare, je fais l'un et l'autre, dites-moi si ça vous dérange. Si ça vous dérange, je verrai ce que je choisis entre l'un et l'autre. Si ça ne vous dérange pas, je ferai à fond l'un et l'autre. Tous les gouvernements pensaient ça me dérange. Aucun n'a osé me le dire. Donc à chaque fois, j'ai fait l'un et l'autre. À chaque fois, ils étaient furieux. À chaque fois, ils étaient prévenus. Et à chaque fois, j'ai fait ce que je voulais. Et à chaque fois, effectivement, on me menaçait de me virer. Je leur disais, il n'y a aucun problème. Si vous changez, vous m'avez dit que ça ne vous dérangeait pas. Si ça vous dérange, vous me le dites. Et à nouveau, je choisirai. Je dis cela parce que, en faisant ça, je n'étais pas un héros. De la même façon, quand j'étais au gouvernement, je suis rentré au gouvernement parce que j'avais défendu un projet autour de la pauvreté avec 15 idées, dont le revenu de solidarité active et quelques autres. Et le gouvernement, le président de la République élu, c'était Sarkozy, pour lequel je n'avais pas voté, voulait l'appliquer. Il m'a juste eu avec un argument en disant si vous refusez, je le ferai et je ne le ferai pas bien, mais dès que vous ouvrirez la bouche pour dire c'est pas bien, je dirais il n'avait qu'à venir, je lui ai proposé de le faire, il n'a pas voulu le faire, il s'est défilé. Et comme je suis orgueilleux, je n'ai pas voulu qu'on dise que je m'étais défilé. Puis ensuite, j'ai fait aussi bien jusqu'où je pouvais le faire. Et puis, j'ai pris les choses au mot. Une fois que j'ai fait passer 2 lois, l'une sur la pauvreté et le RSA et l'insertion, et l'autre sur le service civique. Et ensuite, je leur ai dit, job mené jusqu'à ce que je peux aller, et j'ai autre chose à faire. Mais jamais lâché, c'est-à-dire continuer. Je me suis du coup occupé du service civique dans sa mise en œuvre après. Peut-être un mot sur ce que je fais aujourd'hui. Je fais 3 choses. La première, c'est la paix, je vais y revenir, c'est mon boulot. Et je vais le faire en lien avec les enjeux dont vous parlez. La deuxième, je m'occupe de l'Institut de l'engagement, qui est ce qu'on a créé, ce que je commençais à expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire pour permettre à des jeunes qui ont fait leur service civique de pouvoir continuer. On a un partenariat avec cette école dont je vous remercie, pour permettre à des jeunes qui ne seraient jamais rentrés à l'ESCP par la voie normale, mais qui ont démontré dans leur engagement pendant leur service civique qu'ils avaient des capacités qui pouvaient justifier qu'ils rentrent dans des grandes écoles, dans des parcours de qualité, qualifiants, etc. Et qui pourraient faire une bonne scolarité en ayant comme classe préparatoire l'engagement. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens mordicus. J'ai rencontré des dizaines de milliers de jeunes qui ont raté une marche à un moment donné, et non pas auxquels on donne une deuxième chance, mais qui se sont donné eux-mêmes leur deuxième chance. Et de ne pas considérer qu'ils peuvent faire un cursus comme les autres me paraît juste criminel. La deuxième chose dont je m'occupe, là aussi bénévolement à côté de mon boulot, c'est quelque chose qui s'appelle l'Action Tank Entreprise et Pauvreté. Alors l'histoire est assez marrante. L'histoire est venue il y a quelques années quand Emmanuel Faber, qui est aujourd'hui le numéro 1 de Danone, à l'époque il était le numéro 2, est venu me voir. J'étais au gouvernement, je faisais des programmes de lutte contre la pauvreté, et je ne le connaissais pas. Il est venu me voir en me disant, moi je travaille au Bangladesh, pays le plus pauvre du monde, avec Younous.
on fait des petits yaourts composés en micronutriments qu'on vend dans un système où on ne fait pas de bénéfices. Et je m'aperçois qu'en France, notre entreprise ne fait plus rien de social. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec vous? Je dis, il y a une chose à faire, c'est les aliments infantiles. Il est insupportable qu'une mère qui travaille à mi-temps ait comme revenu 600 ou 700 euros par mois, et que juste pour la poudre de lait, elle ait à sortir 70 euros par mois. Alors que vos prix de revient doivent être de quelques centimes ou quelques euros. Donc, soit vous me dites que vous êtes prêt à organiser un programme pour que ça soit à moitié prix pour toutes les mères qui sont autour du seuil de pauvreté, soit je ne crois pas à votre sincérité quand vous me dites que vous voulez faire un truc en France. Il est revenu 3 mois après en disant « nous on est prêts » et on a monté un programme qui s'appelle le programme Malin, Meilleure Alimentation Infantile, qui permet aux mères qui vivent sous ou autour du seuil de pauvreté d'avoir accès pour moitié prix aux produits de l'alimentation infantile, et puis on l'a élargi à d'autres choses. Et à partir de là, on s'est dit, plutôt que d'avoir un système dans lequel on va compenser par des allocations le fait que les prix soient juste inaccessibles, ou même que parfois les prix soient plus élevés pour les pauvres que pour le reste de la population, ce qu'on peut démontrer sur 25 domaines, depuis l'assurance, le logement, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de bâtir des modèles économiques ou des aventures économiques où on fait baisser les coûts dès le départ en adaptant mieux l'offre aux besoins ou les conditions d'accès à l'offre, sans faire du low cost? Dans mon programme d'alimentation infantile, c'est les mêmes produits que les produits du marché, les mêmes, c'est l'accès à ce produit, c'est le prix qui change et le mode d'accès qui change. On a un programme sur l'optique où on peut avoir des lunettes Essilor avec les mêmes verres que les miens, mais au lieu d'avoir 350 euros de reste à charge après Sécu et Mutuelle, on n'a plus que 0 à 50 euros, etc., etc. Donc on a une dizaine de programmes qu'on a développés comme ça, avec des entreprises auxquelles on demande de pouvoir démontrer qu'elles ne vont pas rémunérer les actionnaires sur ces programmes, parce que sinon ça leur fait perdre toute crédibilité, et en leur disant qu'elles vont du coup apprendre beaucoup de ce type de programme. Donc ça c'est la deuxième chose que je fais. Et la troisième chose que je fais, c'est effectivement de pouvoir renouer avec mes amours premières, études de médecine ratées, au bout de 6 ans. Je me suis aperçu au bout de 6 ans que je n'étais pas fait pour être médecin, de diriger le premier employeur de France qui soigne 7 millions de patients par an, et d'essayer de faire en sorte qu'on ait juste un fil directeur, c'est renouer avec l'égal accès aux soins. Sur mon portable, je reçois, et je n'exagère pas, je ne suis pas méridional, je reçois 3 appels par jour de VIP qui me demandent un piston pour avoir accès à nos hôpitaux. 3 appels par jour. Où est-ce que je peux pour l'IRM de ma fille, le truc de etc., etc., etc. Dans un pays qui, pour autant, a un des meilleurs accès aux soins généralisés qu'il existe au monde. Et Dieu sait que je me suis bien baladé dans le monde pour voir comment ça marchait dans plein d'autres pays. Pourquoi ? Parce que le système n'est pas bien organisé, parce que nos scanners et nos IRM tournent à 16 heures, donc ferment à 16 heures, et parce que les horaires de personnel, le ceci, le cela, etc. Et du coup qu'on les fait tourner à moitié de leur capacité, et du coup ça allonge la file d'attente, etc., etc. C'est mon seul fil directeur. Et toutes les transformations qu'on fait sont dirigées par cela. Et en même temps, je me trouve confronté à, quand on est un employeur public dont le cœur du métier est le social, est-ce qu'on en fait suffisamment ? Et la réponse est non. Vous parliez tout à l'heure d'hébergement de réfugiés ou d'hébergement d'hiver. Quand dans ma propre boutique, qui est publique, qui est orientée vers le social, je dis il faut qu'on soit au rendez-vous du plan hivernal, eh bien vous avez 25 explications pour me dire que les bâtiments qui sont vides chez nous ne peuvent certainement pas être mobilisés pour ça, que ça serait trop compliqué, que ça serait trop de risques, que ça serait trop de ceci, trop de cela, etc. Et on le fait, mieux, mais on ne le fait toujours pas suffisamment. Et de la même manière, quand j'ai dit qu'il fallait introduire des programmes sociaux, alors on fait maintenant, on fait des journées entières sur l'audition pour donner des prothèses auditives gratuites à celles et ceux qui vivent à la rue.
On fait des journées entières sur l'optique, on fait des journées entières sur différents thèmes comme cela avec le secteur associatif. Ça bouscule un peu, et on n'en fait toujours pas assez. Mais je vous dis juste ça parce que ce qui m'a paru fondamental, c'est d'essayer de ne pas qu'il y ait la tentation à laquelle vous serez exposé, qui est de cloisonner entre vos différentes activités. Il y a une première manière d'agir, qui est de ne pas agir et de pouvoir s'armer pour être à peu près indifférent. Elle est relativement rare. Il y a une deuxième manière qui consiste à dire, dans la journée, je fais mon boulot, more profit, etc. Et éventuellement le soir ou pendant les vacances ou à la retraite, je réparerai les effets d'un boulot que je sais critiquer dans un modèle économique qui ne fonctionne pas bien. Celle-là est mieux, mais à mon avis, pas suffisante. Il y a une troisième manière qui est de dire je ne suis pas content avec le système et je m'en tire de manière protestataire, etc. etc. Voilà, soulagement de la conscience sans action, que je ne recommande pas. Et puis il y a une quatrième manière qui essaye de concilier cet ensemble, c'est-à-dire de pouvoir effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, faire levier dans son propre environnement social, professionnel, avec des actions qu'on essaie de pousser en ayant la capacité d'indépendance qu'on peut avoir pour faire ça. Moi, je fais partie de celles et ceux qui disent que essayer de passer des heures en colloque pour se demander si c'est l'État qui doit agir davantage, ou les associations, ou les entreprises, etc., remplit les colloques, mais ne sert strictement à rien. Que, un, il faut faire, et deux, que l'ensemble de ces acteurs détiennent une partie de ces clés. Et donc, comme tout à l'heure, j'expliquais que si on raisonnait séquentiellement, d'abord la santé, ensuite le logement, ensuite l'emploi, ensuite la formation, ensuite le ceci, etc., ça ne marche pas. Si on dit d'abord on demande à l'État de s'organiser autrement, ensuite on demandera aux entreprises, et puis enfin on demandera aux associations, ou l'inverse, ça ne marche pas. En revanche, faire en sorte qu'entre la dialectique entre la société civile, le secteur économique et le secteur public, on puisse construire d'autres modes de raisonnement coopératif un peu bousculants, ça peut avoir un impact considérable. Donc il faut qu'il y ait des gens qui en soient persuadés dans l'ensemble de ces secteurs-là. Et puis qui puissent faire les ponts entre l'ensemble de ces secteurs-là. Voilà. C'est tout ce qu'on attend de vous. Alors là, évidemment, profitez-en si vous avez des questions. Là, j'ai des doigts qui se lèvent ou sinon, parce que moi, évidemment, là j'en ai une. La notion d'acte tank, on en parlait tout à l'heure. Moi, c'est évidemment une notion qui est très chère. Et c'est ce qu'on est en train de faire, puisque nous, évidemment, il y a l'aspect pédagogique. Il y a dans la manière dont on travaille, vous pouvez à notre mail à l'ESCP, donc orange.fr, nous faire part de vos remarques et tout ça, et on demande à nos élèves de faire des recommandations. Mais là, on va un peu plus loin, c'est un peu particulier, parce que bon, les recommandations, il y en a d'autres qui le font. Mais en même temps, là, on est passé aux actes, parce qu'avec l'insertion du cœur, c'est une pédagogie du quotidien, mais en même temps, il faut obtenir, il faut que ça soit la réalité. Alors, cette manière d'agir en temps réel, c'est expérimental, et c'est quelque chose d'important. Et par rapport à ce que vient de nous exposer Martin Hirsch, puisque vous n'étiez il n'y a pas si longtemps en prépa, vous avez un peu l'exemple de comment est-ce que ce que vous avez un petit peu vu au niveau théorique peut passer dans l'action. Et c'est très intéressant. Bien évidemment, c'était à un certain niveau, mais vous êtes capable de le capter. Et d'ailleurs, on en fait la captation, on en fait l'enregistrement. Hein. Donc après, c'est pour être analysé, et c'est pour qu'on puisse se le repasser, le disséquer, et voir comment est-ce qu'on peut en tirer des éléments pédagogiques, mais aussi dans l'action. Donc voilà. J'ai l'habitude de me lever et de passer un petit peu pour voir des questions. Alors je vais quand même passer la parole. Là, je vois Emeric et Théo sont nos deux piliers. Alors peut-être Emeric et Théo, vous pouvez nous rejoindre 2 minutes sur scène, parce que vous êtes vraiment, mettez-vous là sur la gauche, vous êtes les deux piliers étudiants de l'insertion du cœur. Et depuis le départ, ça tombe bien que vous soyez de bons élèves de base, parce que vous, au quotidien, en plus des cours, c'est sans relâche depuis le départ.
Donc je suis sûr que vous avez des questions, des réactions et des choses par rapport à ce que vous avez exposé tout à l'heure sur l'insertion du cœur à Martin Hirsch, mais profitez-en, comme ça vous avez une réaction en temps réel, je pense que c'est important. Bonjour Monsieur Hirsch, merci d'être présent d'abord. Donc pour vous rappeler, donc, ce qu'on fait nous de notre côté, c'est qu'on insère justement les réfugiés au sein de SCP Europe, donc de façon quadripartite, avec l'administration, les étudiants, les anciens élèves et aussi le corps professoral. So I'm going to ask, I know they don't like to come to that, but I'm very stubborn. So even if you ask me 3 times, so Omran, and so I'm going to ask you to come with me. And Rateb also, yes, you have to come, Rateb. So 2 of you have to come here, and you're going to sit here. So I'm going to start with which one of you to explain. So now we're turning to maybe Omran a little bit about what you've been through, and then Rateb. You can speak to them and speak to. You're going to stay here. Okay. First of all, I want to say that I'm very proud and very honored to be here in this prestigious institution and to speak before all of you. And I just want to thank Mr. Lederman for all his effort, and I want to thank my friends, the students. When I left Syria about 2 months ago, I never had in mind that after 20 days I'm gonna meet the president of one of the most powerful and great nation in the world. So I believe that everything happens for a reason, and I'm here now. I believe that my future is here. I believe that I came here for a reason, and I will spare no effort to do to be a good citizen, to be as productive as any French citizen. So Ateb, you can tell us about your experience too, because I think you're married, you have children. It's another. Bonjour. I'm going to speak in English, of course, and not in French. I'm Rateb Abou Zaid. I'm a mechanical engineer, graduated from 1996. I used to work in Central Electric as a thermal power engineer, and it was all okay in Syria, and suddenly started the war, and then one day you think your life is going normally, and suddenly everything is changed. So one day I had to leave with my family, all running away from Syria to cross the borderline to Turkey. It was very difficult these days. And now I have my family in one place, safe place. I came here. I didn't want to bring my family with me to here, because the trip, it was very dangerous and it was difficult to pass this trip. But we know that when we reach here, since we came here to France, that we can start another life, new life. We know it will be difficult and hard for us to start again, but we was surprised for the French people, the government. Really, it was very surprised. We expected help, but not like this. It was more than expected. Many organizations, Basel was here. The neighborhood of the village where we live, they came every day and they make effort to help us. And then here Mr. Alexander came and he offered to help us, and it was very nice. And we know this institution, this school is a prestigious school in Europe, and we appreciate that help for us. One day you asked me, what do you need? I told you we need a guide here, because without guide, maybe we'll succeed, maybe not. It will be difficult for us to start
without we want as a guide here to show us the way. So it really we hope that we start from the zero, not the zero, from something, and we So you start from the ground up. from the ground up, but it's depend of us to work. I'm going to ask also, maintenant on va revenir un petit peu en français, but you stay here because I start, Monsieur Sylvain de Smet, qui est le président de toute la base de loisirs, donc de Cergy, de nous rejoindre. Je vais aller lui chercher un fauteuil. On va y arriver. Attention, voilà. De se positionner là. Et de prendre aussi voilà, comme ça on sera au complet, un micro pour réagir à ce qui a été dit. Et puis voilà. Alors je précise que Sylvain de Smet a été d'un apport extrêmement précieux parce que tout ça n'est possible que par rapport au système de la double base. C'est-à-dire ce qu'on appelle la double base. Nous, on peut faire ce qu'on fait. On peut offrir dont on a parlé, l'éducation, le côté donc scolaire et l'accompagnement, uniquement parce qu'il existe des bases de loisirs et qu'il existe des endroits où il peut y avoir un sas où quand ils arrivent, ils sont désorientés et petit à petit, pendant plusieurs mois, ils s'habituent à s'acclimater, à prendre la température du pays et à pouvoir petit à petit envisager d'y vivre. Donc je cède un peu la parole à Sylvain de Smet qui au quotidien, dans ce centre, qui nous relate un peu son expérience et ce qu'il est en train de vivre et grâce à qui cet échange, qui n'est pas banal quand même, avec une grande école et un centre d'accueil, est possible. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis effectivement le président de cette île de loisirs qui est un syndicat mixte et j'en suis président parce que je suis conseiller régional. Il se trouve que, suite aux déclarations du président de la République, comme quoi on allait accueillir 24 000 réfugiés sur les 2 ans, ça c'était le dimanche 6 de mémoire, 6 septembre, le 7, la préfecture a pris contact avec moi pour savoir si on avait les capacités d'hébergement et si nous étions d'accord pour accueillir les premiers réfugiés syriens et irakiens qui arriveraient de Munich. Donc la réponse a été instantanée, c'était oui. Nous avions des capacités d'hébergement parce que même si sur la base nous sommes plutôt loisirs, sport et autres, nous avons un double hébergement pour accueillir soit des structures sportives, des fédérations, soit des centres de loisirs, des groupes scolaires. Et nous avons 2 bâtiments, donc on a mis à disposition, si je puis dire, à l'État un des 2 bâtiments. Et le mardi, ils nous ont dit ok, c'est bon, demain les premiers réfugiés arrivent, voilà. Donc même pouvoir de réaction que peut avoir Alexandre, que je vais le faire pour le début, sinon je vais oublier. Il est aussi rapide quand il parle et aussi speed que de prendre des décisions et j'adore ça et c'est comme ça qu'on avance vite. Et donc nos premiers amis irakiens et syriens sont arrivés un premier bus le mercredi, un deuxième le jeudi, 46 et 50. Et ça la vie s'est mise en place très vite. On a la chance, contrairement à ceux et celles qui sont à Calais ou ailleurs, c'est que déjà nous savons accueillir, nous ne sommes pas un camp. Alors j'entendais parler de camp sur la base de loisirs, ce n'est pas un camp, c'est un centre d'hébergement et nous disons même plus réfugiés, nous disons nos résidents syriens et irakiens sur place. Et en plus l'État a mis les moyens. En fait, contrairement à ce qui peut se passer un peu partout, c'est assez exemplaire ce qui se passe localement au niveau des moyens que met l'administration. Ils ont déjà tous des papiers valables pour 3 mois, comme quoi ils sont réfugiés. Ils vont avoir des cartes définitives dans les prochaines semaines. Il y a déjà des familles qui sont parties, à qui il y a eu des propositions d'hébergement qui ont été faites. C'est assez radical par rapport à ce qu'on peut connaître d'habitude un peu partout dans ce genre de situation. Il se trouve que le dimanche, donc le premier dimanche, j'ai vu Alexandre débarquer tout aussi speed sur l'île de loisirs, qui m'a exposé son projet qu'il avait dû faire dans la nuit ou la nuit précédente avec d'autres. Et je dis chiche, et tout à l'heure quelqu'un demandait mais pourquoi vous avez sélectionné entre guillemets telle personne. C'est tout simple, il est venu me voir
parce que j'avais déjà eu le loisir de discuter un peu avec les uns, les unes et les autres. Et donc je savais un peu vers qui l'orienter plus facilement pour avoir déjà une dizaine de personnes qui avaient des profils qui pourraient correspondre à ce que vous êtes en train de monter. Autrement, pour les sortir, c'est vrai que c'est bien que vous puissiez effectivement aussi les emmener, faire des activités avec eux, avec elles. C'est plus facile pour apprendre la langue, il n'y a pas que les jeux. Personnellement, je les ai emmenés dès le premier samedi, j'en ai amené 15 dans une soirée techno qui se passait sur l'île de loisirs. On les a emmenés au théâtre, on les a emmenés dans plein d'endroits. Et il est vrai que même si l'État a mis les moyens et travaille avec des associations au niveau des cours de français, au rythme où ça se passe, ça me rappelle un peu mes premiers cours d'anglais, The Cat is Black, et au bout de 6 mois, on dit toujours qu'on apprend toujours le Cat is Black et on n'avance pas beaucoup. Et donc ce que vous proposez là, c'est plutôt formidable et je pense que ça va dans le bon sens. Je pense qu'après, il faudra que vous tourniez vers d'autres amis syriens, irakiens ou d'autres réfugiés, d'autres horizons qui n'ont pas les mêmes facilités qu'on peut avoir sur l'île de loisirs. Nous, en fait, l'État nous a promis que dans les 8 semaines, tout le monde aura une proposition qui sera faite en France, en tous les cas. Il y a d'autres écoles qui commencent à s'y mettre aussi, parce qu'il se trouve que Cergy-Pontoise, c'est un gros pôle universitaire aussi, et qu'on a la chance, au-delà de ça, qu'on a beaucoup d'associations locales, beaucoup de personnes qui s'investissent, et voilà, moi je suis content qu'ils soient là encore, ça veut dire que ça s'est bien passé vos premières rencontres et autres, parce que sinon ils sont libres, et si ça ne s'était pas bien passé du tout, ils ne seraient pas revenus, et je suis heureux pour eux et merci encore. Et la première question qu'on se pose, nous, c'est comment on peut répliquer le modèle de manière efficace. C'est-à-dire que là, on est dans un cadre privé, c'est-à-dire à l'intérieur de l'école, on est entre institutions, donc la Sorbonne, ESCP, les mines, mais comment élargir le cercle? Comment justement impliquer le secteur public, comme vous dites, ou les acteurs de la société civile? Peut-être plusieurs leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Le premier levier, je pense, quand on a la chance d'être dans un milieu académique, c'est de faire aussi de la production académique autour de cela. Je pense que moi, ça m'a beaucoup frappé. Je vais vous raconter comment on a répliqué un certain nombre de choses. Moi, j'étais exactement confronté à ça. Disons, on a fait plein de choses qui marchent, sur lesquelles on a l'impression que si on met un peu de sous, un peu de temps, ce qui revient au même, etc., on peut améliorer les choses. Et on ne sait pas convaincre qu'il faille le déployer, alors qu'on a l'intime conviction que ça peut avoir un impact et que l'investissement fait en recrutant des gens, en organisant, en investissant dans quelque chose, peut avoir un impact, j'allais dire, rentable sur le système. Alors pour essayer de tester ça, on a mis en place des méthodes expérimentales évaluées et j'avais lancé un programme de fonds d'expérimentation. C'était assez marrant parce que vous vous rappeliez, j'étais au gouvernement sur la pauvreté, puis le président de la République m'a dit je voudrais maintenant que tu t'occupes de la jeunesse. Donc j'ai dit ticket d'entrée 150 millions d'euros. Enfin, à moins de 150 millions d'euros d'argent disponible immédiatement, je refuse. Et donc parce que ce que j'avais en tête, c'était on peut avoir plein d'idées, mais si on ne les prototype pas, il n'y a aucune chance qu'on puisse les mettre en œuvre. Donc on a créé un fonds d'expérimentation avec 150 millions d'euros. Je suis allé taper une autre boîte privée pour avoir 50 millions d'euros. On a eu 200 millions d'euros. Et on a lancé des appels à projets en exigeant qu'il y ait une évaluation académique et qu'il y ait un processus expérimental. Quand je dis processus expérimental, on a lancé des programmes, ce qui n'est pas le cas pour ce que vous faites sur les réfugiés, mais c'est juste pour vous donner une illustration, dans lesquels on a designé des programmes dans lesquels on tirait au sort les bénéficiaires par rapport à une population témoin, et on démontrait l'effet de cela. Donc il y a des choses sur lesquelles on a pu démontrer des effets, notamment en matière d'insertion ou de réinsertion de prisonniers. Il y a d'autres situations dans lesquelles on a démontré que ça n'avait pas d'effet. Par exemple, payer le permis de conduire à des jeunes n'augmente pas la probabilité qu'ils puissent trouver du boulot avec ça. Pourquoi ? Parce que le système du permis de conduire est tel que le fait de l'avoir subventionné ne va pas aider. Donc ça ne sert à rien
de mettre dans les programmes électoraux qu'on va financer le permis de conduire de tous les jeunes pauvres, etc. Il vaut mieux réformer le permis de conduire, de faire ça, etc. etc. Donc ça, l'académique et la méthode permet de pouvoir rendre les choses duplicables. Ensuite, la deuxième chose, mais ça je pense qu'Alexandre Lederman le sait bien, effectivement, il ne faut pas hésiter à communiquer sur ce qu'on fait sans jamais surcommuniquer. Le piège, c'est le moment où on communique tellement qu'il y a une sorte de disproportion, y compris il y a certaines boîtes qui communiquent sur ce qu'elles font en RSE et le budget de communication est 1000 fois supérieur que l'impact qu'elles ont par leurs propres actions. La troisième chose, c'est de organiser et former les relais. Fédérer, etc. Voilà, 3 petites pistes comme ça. Alors juste, si vous permettez, là il y a quelque chose de très important parce que, par rapport à Martin Hirsch, c'est très important d'avoir des réponses, un aperçu. Parce que nous, on est dans ce qu'on est en train de faire, c'est important, mais c'est qu'un mince sédiment, comme dirait l'autre, qui se situe par rapport à des phénomènes gigantesques. Par exemple, on a touché du doigt avec de l'intuition le phénomène des flux migratoires. Mais les flux migratoires, c'est gigantesque, c'est étudié par des savants sur toute la planète en ce moment, ce qui est en train de se passer. Donc, c'est un bouleversement des plaques tectoniques humaines, si on peut dire. Et nous, on est là, avec notre petit mouvement d'insertion, on se situe dessus. On ne surfe pas sur la vague, mais on est au milieu. Autre exemple, c'est l'anti-Daesh, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on accueille des étudiants qui sont là, présents, syriens, essentiellement anglophones. Pardonnez, je continue en français, mais... et vous les étudiants, vous les accueillez, vous leur parlez, vous parlez d'un guide, on leur sert un peu de guide, d'accueil, de beaucoup de choses. Donc on fait office un petit peu à tout petit niveau d'accueil humain, d'échange, de plein de choses. Donc pour qu'ils ne soient pas, qu'ils n'aient pas, ceux-là, évidemment ils vont pas l'être, mais d'autres pourraient être malheureusement victimes d'un certain nombre de tentations. Donc il y a cet aspect-là. Et il y a un troisième aspect que je voulais soulever. Et c'est tellement vaste qu'à un moment, il y aurait la tentation, c'est de ne rien faire. C'est là où non. On a parlé d'actes temps que nous on fait. Mais néanmoins, on a eu des appels, on a régulièrement des appels de jeunes personnes, étudiants, enfin ex-étudiants, il n'y a pas longtemps, diplômés au chômage, et qui nous disent « Ah ben nous, il n'y a pas de raison, ce que vous faites avec vos réseaux, tout ça, nous aussi, on n'est pas réfugiés, mais on voudrait y avoir accès. » Alors on a publié sur notre site Facebook qu'on a un rêve, c'est que si on pouvait transformer toutes les universités d'Europe, puisqu'on est le SCP Europe et qu'on a la chance d'avoir 5 campus d'éradier, en centre de reconversion, comme ils l'ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont transformé les usines un peu civiles en usines d'armement. Si on peut faire le contraire et transformer une partie des universités en réinsertion, on va le faire, on en rêve. Mais bon, c'est sociétalement, c'est herculéen. C'est même plus les 12 travaux d'Hercule. Là. Donc, tout est fait pour finalement avoir peur, ne pas faire. Nous, on est quotidien, mais ce qu'a exprimé Martin Hirsch est très important parce que c'est finalement dans tout ça, comment quand même s'inscrire dans une réalité. Il y a un paquet de déterminisme qui nous dépasse et nous on a notre petit faisceau de déterminisme et on va se dire, on va l'inscrire dedans, on va quand même faire quelque chose. C'est comme ça qu'on avait fait les restos à l'époque. Le lancement en tout cas, parce que c'est pas pareil de lancer un mouvement qu'ensuite le gérer. C'est deux choses peut-être très différentes. Et les personnes qui ont fait les deux le savent. C'est pas le même talent de gérer des choses très dures au quotidien que de, comme on a fait, partir à partir de rien. L'insertion du cœur, c'était rien du tout. C'était nous dans une salle, en train de s'exciter un peu, on va faire quelque chose. Donc voilà, je te cède la parole, Émeric, mais c'est important, comment s'insérer dans la réalité, notre petite contribution, mais dans une réalité beaucoup plus vaste, sociétale, beaucoup plus, et on en parle beaucoup et on a du mal à trouver les réponses, on sait que c'est pas simple, mais là on vient d'avoir une réponse en temps réel. Oui, merci beaucoup. Donc, Monsieur Hirsch, merci d'être présent. Je voudrais en effet rebondir sur ce que vous aviez dit, parce que je trouve que c'est tout à fait vrai. Vous disiez qu'il n'y a pas particulièrement besoin de courage pour s'investir dans ce type d'initiative. C'est juste savoir définir des priorités et savoir se dire je ne vais pas réparer les fautes quand je serai à la retraite, mais je commence à le faire dès maintenant. Je crois que c'est le maître mot et je voulais vraiment saisir ce point pour dire à tout le monde ici qu'il n'y a pas besoin de courage, il y a juste besoin d'être présent et de le faire.
c'est suffisant déjà pour agir. Et après, pour savoir, face à tous ces déterminismes, peut-être question à vous, Franck Bournois, comment on va pouvoir s'y prendre pour dupliquer ce modèle dans les autres campus, et en particulier celui de Berlin, qui est vraiment au jour le jour en lien avec l'arrivée massive de réfugiés, et eux qui ont annoncé une politique vraiment précise. Je serai très court. Sur la question du courage, simplement, c'est que celui qui transforme et qui fait ne le perçoit pas comme tel. C'est la question du repère. Mais que c'est appréciable par l'entourage. Parfois, certains parlent de l'encourage. Bon. Et c'est un petit peu par rapport à la question aussi ce vers quoi il faut aller. On a plusieurs campus, simplement ça va se faire encore une fois par des connexions qui doivent concerner les acteurs, c'est-à-dire vos camarades de Berlin. Il peut y avoir la structure, il peut y avoir les infrastructures, ce qu'on a. Maintenant, tout passe par les individus, et c'est-à-dire que, alors que vous êtes pris dans des forces de transformation et beaucoup de travail, il faut surdimensionner ça aussi pour être en pleine phase avec vos camarades de Berlin qui ne comprennent peut-être pas ce que vous faites et pourquoi vous le faites, et tout ça, ça prend beaucoup de temps, mais la structure ne peut jamais remplacer, j'allais dire, la force humaine, hein, et l'engagement camarades, quels que soient les campus. Hein. Donc là, il faut travailler, j'allais dire, sur une connaissance des acteurs. Il faut préparer tout ça. Et à ce propos, justement, on a reçu un mail la semaine dernière de Monsieur Schmuck, professeur donc, sur le campus de Berlin, qui vous disait déjà qu'il voulait faire travailler 4 élèves de sa classe sur le projet donc Insertion du cœur. Et donc, voilà, on est déjà en contact et on approfondit ce type de contact. Et alors je rebondis quand même sur ce que disait Martin, sur une chose, il disait je prends les appels de VIP qui ont besoin de soins, tout ça, et à côté de ça, évidemment, il faut faire la différence entre le fait de gérer des hôpitaux à un certain niveau, et nous c'est pareil. Donc on a des appels de VIP, on a tendance à leur dire, vous pouvez vous permettre en tant qu'étudiant, vous leur répondez un peu, prenez votre pelle et votre truc et venez donc nous aider à insérer. C'est vrai que seuls les étudiants peuvent se permettre ça, c'est pas simple, mais en même temps c'est sympa. Mais on est en train de... Mais là, je reviens à ce que disait Martin Hirsch, c'est l'occasion d'avoir cette perspective aujourd'hui, parce que nous, ça va nous donner un mois d'avance sur le terrain, quelque part, au niveau de la motivation, et de se dire comment est-ce que tout ça peut rentrer dans la machine. Parce que grâce à notre directeur, d'abord, c'est possible, hein, les autorisations de le faire. Quand on me demande en ce moment, mais qu'est-ce qu'il vous faudrait pour pouvoir aller plus loin, moi je réponds qu'une seule chose, s'il vous plaît, simplement le moins d'obstacles possible. Et à certaines personnes, à un certain niveau. Parce que sans obstacles, on avance très bien nous-mêmes, super bien. C'est déjà difficile dans ce pays de ne pas avoir d'obstacles. On s'aide nous-mêmes. C'est compliqué. Et quelqu'un comme Martin Hirsch, c'est mieux quiconque. Donc, comment, quelque part, ce que petit à petit, ça va s'inscrire au quotidien et comment ça va s'insérer par rapport à des grandes institutions, et il n'y a pas de raison. Les choses sont structurelles, mais on introduit quelque chose de nouveau. Et là, vous allez quand même avoir, par rapport à une perspective sur comment les choses peuvent rentrer aussi dans les institutions, comment les choses peuvent rentrer dans tout ça, sans être paralysées, parce qu'il existe ces grosses institutions qui sont censées, on nous l'a fait pendant la resto, qui sont censées déjà faire le boulot que on est en train de faire. Alors pourquoi ne rien faire, bien sûr, puisque nous le faisons déjà, nous sommes déjà en place, et finalement, tout ça, c'est compliqué, c'est vrai, mais il y a une réalité, puisque voilà, on peut même en faire un parcours. On peut en faire un parcours, d'avoir fait les deux, et de faire les deux en même temps. Donc là, c'est important, je pense que Martin Hirsch va réagir. Là, je voulais dire que la course d'obstacles, elle est quand même hyper marrante. Moi, j'étais confronté, on avait organisé, avant d'inventer le RSA, sur le RMI, un truc tout bête. On réunissait des allocataires du RMI, puis on leur disait pourquoi vous bossez pas. Ils disaient je peux pas, les gens veulent pas, etc. Et donc on est allé voir des entreprises en disant est-ce que vous seriez d'accord pour faire une immersion de 3-4 jours d'allocataires du RMI qui viendraient, ça ne vous engage à rien, juste à faire en sorte qu'ils puissent passer 3 jours dans l'entreprise. Donc il y en a plein qui ont dit oui. Donc on a commencé à monter cela. Je faisais ça, je à quel titre. Et on montait des réunions avec les différents services de l'État, le MEDEF local, etc. Jusqu'à ce que la chef de l'inspection du travail me dise tout ce que vous faites est strictement illégal.
prêt illégal de main-d'œuvre, etc., etc. Et donc je vais vous dénoncer. Je dis mais faites-le. Faites-le. Ce qui a fait reculer quelques entreprises qui disent oulala. Ouais. Voilà. Et 3 ans après, j'ai réussi à modifier la loi. Elle avait raison, l'inspectrice du travail, c'était contraire à la loi. Mais on a modifié la loi et on a introduit cette possibilité qui paraît juste simplissime. Mais j'en ai fait une dizaine comme ça, c'est super marrant à faire. Je dis ça parce que quoi, vous faites des cas tout le temps, c'est ça ce qu'on apprend dans les écoles. Là. Le cas levé d'obstacle, je ne sais pas s'il y a une option levé d'obstacle, parce que ça s'applique quand on est chef d'entreprise, Franck, quand c'est on une est très chef bonne de idée, projet, nouvelle quand on option est chef levé de société. d'obstacle, on va retenir aujourd'hui. Je veux bien faire un cours. Monsieur Hirsch, je voulais aussi rebondir sur une chose que vous avez dit, c'est que c'est très important de vouloir faire le bien, mais il faut toujours rester vraiment en lien avec ce dont ont besoin les personnes qu'on veut aider. Et est-ce que vous auriez peut-être quelques conseils pour être toujours attentif à rester au mieux au contact avec ce dont ont besoin pour nous ici les réfugiés, sans parfois partir sur certains modèles qu'on pense être très efficaces, qui finalement ne sont pas adaptés, mais on s'en rend compte parfois trop tard. Oui, plusieurs choses. Nous, les réfugiés qu'on a accueillis dans les locaux de la paix, là, il y a 3 semaines, un mois. Donc ils sont arrivés un samedi matin, on est allé voir le samedi après-midi. En leur disant qu'est-ce qui vous manque. Ce qui leur manquait n'était pas exactement ce qu'on avait pensé, c'était l'accès aux connexions internet immédiat pour pouvoir parler à leur famille. Voilà. Si on était venu avec... ensuite, il y avait besoin de vêtements, il y avait besoin de ceci, il y avait besoin de cela, etc. Voilà. Donc, juste... si on s'était venu dans votre bureau en disant qu'est-ce qu'on va leur apporter, on ne leur aurait pas juste apporté ce qui était juste leur demande des 24 premières heures pour pouvoir dire je suis arrivé dans un endroit, etc. Leur deuxième besoin, c'était du coup de faire venir leur famille, etc., etc., tout en ayant un certain nombre de choses qui étaient du genre, quoi, celui qui est venu nous voir 24 heures après en disant j'ai eu cette amende dans les transports, etc., etc. Donc, tout ce qui déconnecte, voilà, donc le premier conseil, c'est passer du temps, s'immerger, avoir les connexions, voilà, etc., c'est fondamental. Juste un deuxième, je donnerai juste je vais pas être long, mais un deuxième conseil au-delà de ça. Moi, une des choses les plus fondamentales que j'ai apprises, et qui est peut-être la règle la plus importante. Je suis, comme vous, donc super diplômé, etc., etc., etc. Ce qui permet d'avoir accès à un complexe de supériorité parfait. Moi j'ai eu la chance dans les études de médecine de pouvoir m'en défaire un peu parce qu'on est dans un rapport de supériorité tel que si on ne l'abolit pas on est foutu. Le type est allongé et pense que vous savez tout. Mais il y a un moment, je sais voir où ça s'est passé, où je me suis rendu compte qu'il y avait un postulat ou un principe qui fait que vous mettez 2 personnes l'une en face de l'autre, quelle qu'elle soit. L'une sait quelque chose que l'autre ne sait pas et réciproquement. C'est-à-dire que tout système de hiérarchie absolue n'existe pas. Ça paraît couillon, ça paraît bien pensant, etc., ce que je suis en train de dire, mais c'est juste extraordinaire. Moi je m'en suis aperçu au Bangladesh justement. Voilà. Dans des gens qui avaient des revenus 1000 fois inférieurs aux miens, des niveaux d'études abyssaux par rapport, etc., etc. Donc voilà, moi je savais rédiger une loi, eux ne savaient pas rédiger une loi. Eux savaient construire un muret, moi je ne savais pas. Je prends cet exemple-là, je peux trouver un nombre infini d'exemples. Donc je vous fais cadeau de ce principe, je ne sais pas si vous l'aviez déjà, mais je vous l'offre, et sachez qu'il a une force juste incommensurable. Ça change totalement les relations interhumaines. Et du coup, ça vous conduit à avoir une approche de vos projets, une approche de votre action qui n'a rien à voir avec celle du sachant ou de l'aidant qui va arriver. Voilà. Qui est une autre version d'un truc très classique, qui est don contre don, etc., qui est l'autre chose par rapport au risque. En fait, ça procure beaucoup de plaisir de faire des choses altruistes. Donc, et tant mieux, c'est pas mal. Mais cette deuxième chose est juste fondamentale. On va vraiment, c'est assez extraordinaire parce que là on a l'option levée d'obstacles et on a un début de réponse, donc une méthode par Martin Hirsch qui considère, en fait ça va par rapport à la valorisation de l'autre, le respect de l'autre, mais avec chacun ses propres qualités.
compréhensible au niveau théorique, mais l'application dans la pratique est pas simple dans ce qu'on voit. Donc ça, on va essayer de l'appliquer. C'est plus qu'une bonne idée. Et alors, quand même, ça me fait penser à une chose. C'est une des choses que je pense qu'on avait appliqué dès le départ sur les Restos du Cœur, c'est de respecter que même si c'était des écoles qui géraient, c'était des distributions on va dire, de gens un petit peu moins démunis à des gens un peu plus démunis. Et quand on allait dans les centres, ce que ces personnes savaient faire relativement démunies, c'était plein de choses formidables qu'on n'était pas trop capable de faire au quotidien. Donc du coup, ça déviait le rapport de force et on essayait de, voilà, sans tomber dans l'angélisme, sans tomber dans tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qui fonctionne pas non plus. Mais là, c'est une conception, comment dire, assez pragmatique et c'est ce qui en fait la force aussi, quoi. C'est que ce qui en fait la force aussi, c'est-à-dire véritablement, puisque, comment dire, ce que je citais la fois d'avant, pour conclure là-dessus, sur mon capital du cœur, là, par justement l'abbé Pierre, c'était un petit peu quand même un manuel de Sun Tzu version abbé Pierre. C'était ensemble écrasons la pauvreté. Hein. C'était pas simplement c'est beau, c'est gentil. C'est une lutte, c'est un combat, et comme je dis, il disait, il nous prenait pour les moines soldats, comme vous avez vu, quoi. Donc c'est deux choses, voilà. Attentif à l'autre, mais néanmoins en combat actif. Bon, voilà. En tout cas, on va vraiment remercier Martin Hirsch pour sa présence qu'il nous a apporté, parce que c'est très important. Voilà. Et quelque chose qui va pouvoir être repris, encore une fois disséqué et diffusé, mais dans certains endroits, bien sûr, un peu, on fait attention là-dessus. C'est pas immédiatement médias sociaux, même si dans notre cas, une des armes quand même qu'on a eues, c'est cette fraternisation directe entre des étudiants réfugiés syriens, des étudiants de l'ESCP, cette fraternisation égalitaire, pour essayer de prendre un exemple sur les médias sociaux, sur ce qui s'est passé. C'est quand même quelque part une forme d'égalité, c'est une formation commune. Et puis, encore une fois, en remerciant notre directeur de non seulement chapeauter, de parrainer tout ce qu'on est en train de faire et de l'assumer, j'allais dire. Merci aussi pour cette excellente leçon de management, parce qu'on manque cruellement parfois de cette expérience à accumuler avec, encore une fois, des personnes qui ont l'engagement, je répète, le courage vu de l'extérieur, et puis ce haut niveau de responsabilité pour demain. Merci.